On considère ici à nouveau les vecteurs en physique. On s'intéresse non pas à la manipulation de la vitesse, mais à la manipulation de vecteurs qui représentent des forces. Reprenons qui est un vecteur, quelques exemples, et donc dans cette vidéo, essentiellement la manipulation à part de sommes de vecteurs, et non pas de produits, que sont les produits scalaires ou les produits vectoriels, qui font l'objet d'une vidéo spéciale à part. Les vecteurs en physique sont définis par leur direction, leur sens, une valeur associée à une unité. Par exemple ici, la flèche en rouge représente une force dont la valeur est de 1 newton. Des exemples de vecteurs sont la vitesse, l'accélération, la force, le champ électrique, ou encore le vecteur OM qui traduit la position du point M par rapport à l'origine O. Les unités ici sont pour la vitesse les mètres par seconde, l'accélération mètres par seconde au carré, la force les newtons, le champ électrique volts par mètre, et le vecteur OM a une norme qui est en mètres. Par contraste, on peut noter que bien des quantités en physique ne sont pas des vecteurs mais sont des scalaires qui ne sont pas définis par une direction et un sens mais seulement par une valeur et une unité. La charge électrique en coulomb, la température en Kelvin, la masse en kilo, le temps en secondes, l'intensité du courant électrique en ampères, la tension électrique en volts, l'énergie, que ce soit sous sa forme travail, chaleur, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie mécanique, est en joules, c'est un scalaire. Dernier exemple, la masse volumique, qui en kilo par mètre cube est aussi un scalaire. Reprenons l'exemple donc pour manipuler des vecteurs, on prend la somme de deux forces, on se met dans la configuration suivante, on attache au plafond deux fils rejoints au niveau d'un point rouge. On attache une autre ficelle à laquelle on suspend une masse M. Donc on a le poids mg qui tire sur cette masse M et sur le fil. On a deux tensions T1 et T2 qui sont dans les fils attachés au plafond. Et ce que l'on voit maintenant, c'est que le point rouge, qui ne bouge pas, n'a aucun déplacement, aucune vitesse, aucune accélération. Ce point rouge, en équilibre, donne donc mg plus T1 plus T2 égale à 0, relation fondamentale de la dynamique appliquée au point rouge. Ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est de voir comment on peut extraire la tension dans les fils à partir du poids mg et de l'orientation des fils dans l'espace. Pour cela, on définit un repère orthonormé à partir des vecteurs I et K. I est un vecteur horizontal unitaire dirigé vers la droite, K est un vecteur unitaire vertical dirigé vers le haut. I et K sont deux vecteurs perpendiculaires l'un à l'autre. C'est une base dans le plan. Le vecteur T1 dans le même plan peut s'écrire formellement comme étant une combinaison linéaire des vecteurs I et K. T1x est la composante horizontale de la force T1 dans le plan et T1z est la composante verticale de la force T1 dans le plan suivant K donc. On peut représenter ce même vecteur et ses deux composantes horizontales et verticales, leur relation entre eux, le vecteur T1, la flèche en bleu, T1xi, la flèche horizontale, à laquelle on a ajouté directement et géométriquement T1zk, la flèche verticale. Dans ce sens-là, on a T1 qui est bien égal à T1xi plus T1zk. C'est la somme de deux vecteurs au plan géométrique. Au passage, on définit T1 comme étant la norme du vecteur T1, c'est la longueur de la flèche T1 sur le schéma, c'est une quantité positive. On peut aussi s'intéresser maintenant à ce que l'on appelle en physique la projection d'un vecteur. Cela consiste à regarder l'orientation du vecteur T1 par rapport à l'horizontale, et là on a un angle β entre le vecteur T1 et le vecteur horizontal petit i, et on a un angle alpha entre le vecteur T1 et la verticale, donc le vecteur K. On note au passage qu'on est dans un triangle rectangle ici, et on a bien la somme des trois angles qui est égale à pi, donc alpha plus bêta est égal à pi sur 2. On peut maintenant appliquer la trigonométrie, et on s'aperçoit que T1x, qui est le côté adjacent à l'angle β, divisé par T1, qui est l'hypoténuse du triangle rectangle, T1x sur T1 est égal à cosinus β, qui est lui-même égal à sinus alpha, puisque alpha plus bêta est égal à pi sur 2. De la même manière, T1z, qui est l'angle opposé à l'angle β, et T1, toujours l'hypoténuse du triangle rectangle, on a donc dans ce cas-là T1z sur T1, qui est égal à sinus β, qui est égal à cosinus alpha. Les fameuses projections
sont faites, et l'on s'aperçoit que l'on a dans ce schéma-là le vecteur T1 qui est égal à norme de T1 sinus alpha vecteur I plus norme de T1 cosinus alpha vecteur K. T1 vecteur égale T1 sinus alpha plus T1 cosinus alpha K. On peut reprendre ce même travail maintenant pour le vecteur T2 et suivre exactement la même procédure. Dans la même base I et K, on peut représenter donc le vecteur T2 avec deux composantes qui sont T2x suivant l'horizontale, le vecteur I, et T2z suivant la verticale, le vecteur K. La même construction géométrique permet de représenter T2 comme étant une somme T2xi, le vecteur horizontal, plus T2zk, le vecteur vertical. Les deux vecteurs T2z, T2xi et T2zk sont simplement mis bout à bout géométriquement. T2 à nouveau est la norme du vecteur T2, c'est donc la longueur de la flèche T2 sur le schéma. Notons bien au passage que T2x est une quantité ici négative et T2z est une quantité positive. La quantité T2 est une norme de vecteur, elle ne peut être que positive. À nouveau, on peut se préoccuper de l'écriture de T2 en fonction de la norme de T2 et de son orientation dans l'espace. Par symétrie du problème, on a pris les mêmes longueurs de fil, etc. L'angle que fait T2 avec l'horizontale est à nouveau bêta. L'angle que fait T2 avec la verticale est à nouveau alpha. On repart du fait que T2x, T2z et T2 forment un triangle rectangle. Alpha plus bêta est encore égal à pi sur 2. Et l'on a bien maintenant T2x qui est le côté adjacent à l'angle bêta divisé par l'hypoténuse du triangle rectangle qui est égal à cosinus bêta. Il faut tenir compte du fait que de par nos conventions de notation, T2x ici est une quantité négative, cosinus bêta est positif, T2 est positif et donc on ajoute un signe moins pour tenir compte de ça. Alpha plus bêta est égal à pi sur 2, donc T2x sur T2 est aussi égal à moins sinus alpha. La situation est plus simple pour la verticale, où l'on a simplement maintenant T2z, quantité positive, côté opposé à l'angle bêta. On divise par l'hypoténuse et on obtient le sinus bêta, qui est aussi égal à cosinus alpha. On a donc les deux composantes du vecteur T2 dans le plan, dans la base IK, et T2 s'écrit norme de T2 multipliée par moins sinus alpha I plus cosinus alpha J. On a donc l'expression maintenant de T1 et de T2 dans la base I et J en fonction de la norme du vecteur T2 et du vecteur T1 et de leur orientation dans l'espace définie par l'angle alpha. On revient donc à la relation fondamentale de la dynamique appliquée au point rouge qui nous permet d'écrire que mg plus T1 plus T2 est égal à 0. On remplace mg par sa valeur moins mgk, vecteur vertical orienté vers le bas, moins mgk. On met le vecteur T1 à cet endroit, c'est-à-dire l'expression que l'on a déterminée dans deux tableaux précédents, et l'expression de T2 qui était l'expression déterminée dans le tableau juste précédent. On regroupe tous les termes suivant K et tous les termes suivant I. Le vecteur total est égal à 0. Un vecteur n'est égal à 0 que si ses composantes dans cette base orthonormée sont elles-mêmes toutes les deux égales à 0, ce qui permet d'écrire que moins mg plus T1 plus T2 entre parenthèses cosinus alpha est égal à 0, suivant K donc, et que T1 est égal à T2, que l'on voit dans la composante suivant I, immédiatement, que l'on appelle grand T. Cette composante grand T, en combinant ces deux équations, s'écrit grand T égale 2mg sur cosinus alpha. On voit donc comment la manipulation de ces vecteurs et de leurs coordonnées dans le plan dans une base IK permet d'obtenir, en fonction de m, de g et de alpha, la valeur de la tension dans le fil. On peut reprendre la représentation géométrique de cette équation qui est mg plus T1 plus T2 égale à 0. Cela revient à nouveau à représenter les trois vecteurs et à les mettre bout à bout pour avoir cette somme vectorielle et bien vérifier qu'elle est égale à 0. Donc on prend le vecteur mg, on lui ajoute le vecteur T1, on lui ajoute le vecteur T2 pour bien vérifier que l'on revient à l'origine du vecteur mg et que la somme des trois est bien égale à 0. Conclusion, eh bien dans le schéma de gauche, la longueur des flèches est fausse. Ça ne nous a pas empêché sur ce schéma
avec des flèches de longueur fausse, d'avoir un raisonnement tout à fait correct.